Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et maintenant que notre entreprise a pris son envol, qu'on a gagné plein d'argent, on va se demander comment le placer. Avec vous, mon cher Thomas Binet, au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler, Jean-Marie, des présents d'usage. C'est quoi et ça fonctionne comment? Notre invité Tom de Maison, directeur de la communication de Yomoni, le leader de la gestion d'épargne en ligne. Eh bien, ils ont fait une étude. Est-ce que les Français ont un bon niveau de culture financière? On va y répondre dans un instant. Et puis, on terminera. Ils vont revenir un peu en enfance, mon cher Jean-Marie. Et on va avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine. Il va nous parler de Picsou. Voilà. L'oncle Picsou, précisément. Allez, tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors cette semaine, Thomas, on commence par un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, même si c'est un terme qu'on n'emploie pas dans la vie de tous les jours. Les présents d'usage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un présent d'usage et en quoi c'est différent d'une donation classique? Eh bien, le présent d'usage, Jean-Marie, c'est un petit cadeau que vous pouvez offrir à vos proches lors d'un événement ou d'événements particuliers comme Noël, un anniversaire ou une réussite, un examen. Contrairement à une donation, il n'a pas d'incidence fiscale, il n'est pas soumis à déclaration et il n'est pas pris en compte dans le calcul de la succession. L'important, c'est qu'il soit fait à l'occasion d'un événement précis, selon le fisc, pourrait le requalifier en donation. Donc, on peut offrir ces cadeaux sans problème, mais il y a quand même des règles, j'imagine. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un présent d'usage n'est pas considéré comme une donation déguisée? Eh ben, c'est surtout une question de proportion. Le cadeau ne doit pas être disproportionné par rapport à vos revenus ou votre patrimoine. Par exemple, il ne doit pas excéder 1 à 2% de votre patrimoine, ni 2,5% de vos revenus annuels. Cela évite que ces cadeaux ne vous appauvrissent d'une part, car un présent d'usage doit rester raisonnable. Il faut aussi pouvoir prouver que le cadeau a été bien fait à l'occasion d'un événement précis, comme un mariage ou un anniversaire. Et en toute logique. Alors justement, quelles preuves on doit garder pour éviter les ennuis avec l'administration? Eh ben, il est essentiel de conserver des preuves comme une copie du chèque ou un relevé bancaire montrant le virement ou encore la facture du cadeau. Cela permet de justifier que ce geste a bien eu lieu à un moment particulier et ainsi d'éviter que le fisc ne requalifie le cadeau en donation taxable. En gros, si vous restez dans ces règles, vous pouvez gâter vos proches sans souci. Noël arrive. Mais écoutez, Noël arrive, commencez à préparer vos courses tout simplement. Allez, tout de suite, on accueille notre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité de la semaine, c'est Tom de Maison. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de Yomoni, fondé en 2015, leader français de la gestion d'épargne 100% en ligne. Alors Yomoni, c'est 60 000 clients quand même et vous gérez plus d'1 milliard d'encours. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Vous avez mené une enquête auprès de 3568 personnes, pour être précis, représentatives de la population française, afin d'estimer la connaissance des Français sur leur niveau en culture financière. Le résultat qui en ressort est sans appel. 35% de ces sondés jugent qu'ils ont un très mauvais niveau de culture et 58% un niveau moyen. Seuls 7% déclarent un niveau excellent. Quelles sont les conclusions qu'on peut apporter en dehors des chiffres ? On est vraiment dans la thématique. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'ils ont un mauvais niveau ou est-ce qu'on veut leur faire croire qu'ils ont un mauvais niveau ? Intéressant. S'ils ont un mauvais niveau, veut-on les maintenir dans cette méconnaissance du sujet ? La réalité, c'est que l'industrie financière cultive volontairement une sorte d'opacité comme ça. Un entre-soi, vous dites ? Un entre-soi, une opacité qui permet à certains égards de pratiquer des frais comme ça qui sont un petit peu opaques, un petit peu cachés. Et donc, le vrai sujet n'est pas si les Français ont un bon niveau ou pas, c'est surtout que l'industrie les maintient dans cette méconnaissance. Alors, les raisons invoquées sont l'absence de compétences et de connaissances à 61%, mais plus surprenant d'ailleurs, à 59% des sondés, ils déclarent ne pas être assez intelligents. L'intelligence, ça a une raison d'être là ? Le drame est là. Le drame est là et renvoie au sujet de l'éducation financière. C'est de se dire, les Français sont particulièrement intéressés par le sujet, mais ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau de connaissance pour s'y intéresser. Et là, on est dans quelque chose de tout à fait dramatique, parce que tout le monde a le droit de s'intéresser à ce sujet, et surtout, tout le monde doit s'y intéresser. Oui, parce que 79% s'intéressent quand même à ces sujets. Absolument, absolument. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, et c'est au pouvoir public de prendre le sujet, c'est comment faire en sorte que chaque Français s'intéresse au sujet de l'épargne et de l'investissement. À plus de 50%, je continue à égrener les chiffres, c'est intéressant parce que votre étude est riche d'enseignements. Ils sont intéressés pour se constituer, donc à 50%, je le disais, un patrimoine à léguer, préparer la retraite et faire fructifier leur épargne. Oui, absolument. Il y a vraiment l'idée de construire ce patrimoine sur la durée, de le transmettre
Et il y a cet intérêt, et en face de ça, l'industrie n'apporte pas de réponse et les pouvoirs publics ne mobilisent pas sur le sujet. Donc il y a vraiment un effort à mener, un effort collectif. Alors plus surprenant d'ailleurs, j'ai trouvé dans votre étude, à 51%, ils veulent même devenir riches. Amusant. Absolument, surtout avec tout le flou que cela laisse apparaître. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire devenir riche ? Ça fera peut-être l'objet d'un deuxième sondage qu'on fera auprès des Français. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez évanescent comme ça. Les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire devenir riche. Par contre, ils ont bien compris le moyen de le devenir, et c'est là où c'est intéressant. Donc, on est vraiment dans tout le paradoxe français. On a un sujet qui les intéresse, et on a une thématique qui les intéresse, mais en même temps, ils se disent « Ah non, c'est peut-être pas pour moi ». Donc, il faut vraiment repenser la façon dont les Français peuvent appréhender l'épargne. C'est ce que vous disiez au début. A priori, si je vous écoute bien, tout est fait pour les laisser dans cette forme d'incompétence de connaissance. Exactement. Et c'est là que le travail doit être mené. C'est pour ça que les nouveaux acteurs, il y en a de plus en plus, réinventent un petit peu ce modèle et cette approche de l'éducation financière. Parce que c'est ça, il faut réinventer. Le mot éducation financière, il fait un peu rébarbatif, un peu lourd, un peu pesant, donc on n'a pas envie de s'y intéresser. Or, aujourd'hui, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux qui permettent d'avoir une nouvelle approche de l'éducation financière et donc de nouveaux contenus. Alors, vous êtes leader, Jean-Marie le disait en vous présentant, de la gestion d'épargne en ligne. Pour ceux qui ont croisé votre marque, ils ont vu Michel Polnareff d'ailleurs inventer. Puis Michel Polnareff, c'est effectivement une belle égérie parce qu'on l'a souvent dit, il n'a pas bien épargné, donc du coup, il fait votre pub en fait. Absolument, on voulait réinventer la fable de la cigale et la fourmi. On a cherché des cigales un peu connues, on a trouvé Michel Polnareff. Absolument. Alors c'est quoi Yomoney très concrètement ? Vous proposez quoi ? Yomoney, on propose des solutions d'épargne que vous pouvez connaître dans votre banque, assurance vie, plan épargne retraite, plan épargne en action, etc., auxquels on a enlevé les irritants qui sont ceux de la banque. Donc c'est plus simple, plus digital, moins cher, plus transparent, et on essaye de faire en sorte que ce soit beaucoup plus performant. Alors si j'étais un épargnant potentiel, quelqu'un qui nous écoute ce dimanche matin sur Sud Radio, pourquoi je viendrais chez vous ? Qu'est-ce que vous apportez de plus que les autres ? Alors, ce qu'on apporte, c'est déjà l'accessibilité. C'est-à-dire qu'à partir de 1 000 €, vous pouvez commencer à investir chez nous. 1 000 €. À partir de 1 000 €, absolument. Et ensuite, nous, on pratique ce qu'on appelle la gestion sous mandat. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de gérer votre argent. Vous remplissez un parcours qui vous donne un profil d'investissement. Et en fonction de cela, vous donnez mandat à Yomoney de gérer pour vous votre argent. Vous n'avez plus qu'à le suivre directement depuis votre smartphone, tranquillement dans votre salon. Merci Tom de Maison d'être passé dans Osez Investir. Merci de cette invitation. Et je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de Yomoney. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez Investir, le coin de l'expert. Avec celui qui s'échauffe et qui fait ses vocalises. On est avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. Thomas. Oui, Jean-Marie, on connaît tous Guy Marty. Souvent, vous lui avez collé le titre de Oncle Picsou. C'était pour rire, on est tous d'accord. Voilà. Mais Guy a voulu faire sa chronique là-dessus, cette semaine. Évidemment. Alors, ça vous inspire quoi ? Évidemment, il faut que je me venge. Je dis toujours à mes étudiants que pour bien comprendre la finance moderne, il faut se mettre dans le personnage d'Oncle Picsou et de regarder avec ses yeux. Oui, mais Balthazar Picsou, mon cher Guy Marty, est né dans les années 40 quand même. Eh oui, mais les entreprises ont changé depuis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que traditionnellement, la direction financière était l'une des directions à côté des relations humaines, de la production, du commercial, etc. Mais à partir des années 80, le directeur financier est devenu le président. Et là, rentabilité. Rien que la rentabilité, toute la rentabilité. Alors on peut quand même pas reprocher aux entreprises de vouloir être rentables, c'est quand même l'idée, non ? Alors, la rentabilité est aussi importante, ni plus ni moins, que la qualité des produits, le bon traitement des salariés, la qualité de l'environnement, etc. Or, on a mis l'accent sur la seule rentabilité, et c'est là qu'on a pu faire des reproches considérables aux dérives d'une mondialisation parfois aussi inhumaine qu'efficace économiquement. Alors on parle aujourd'hui encore un acronyme ESG, c'est quoi par exemple ? Environnement, social, gouvernance. En fait, ce qu'on a fait sortir par la porte est revenu par la fenêtre. C'est-à-dire que il y a maintenant une préoccupation plus globale que la seule rentabilité, et on appelle ça les données extra-financières. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Autrement dit, Oncle Picsou commençait à gagner, et puis les neveux Riri, Loulou et Fifi ont dit il faut revenir à l'équilibre. Bon, la prochaine fois, mon cher Guy Marty, on va s'intéresser à un autre acteur, j'imagine c'est Crésus Flersou, non ? Ce sera la suite. La famille Walt Disney. Et vous expliquerez comment reprendre le pouvoir à l'oncle Picsou. Merci Guy Marty. Et merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Entreprendre et Oser Investir. À bientôt. Merci. Sud Radio, Osez Investir, Thomas Binet.